Hello la gang! Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question que je me fais souvent poser par des gens que je côtoie, des amis, même des connaissances. Puis j'apprécie souvent, on jase, puis vous venez me parler, de samedi finance, crypto. Puis une question que je me fais toujours poser, c'est Bruno, tu sais, là, j'aime ça me tente là, les cryptos, puis mais quand est-ce que je sors? Quand est-ce que je fais mon cash? Puis quand est-ce qu'il faut que je vende? Puis je leur réponds toujours, gang, en fait, je leur réponds, jamais. Tu vendras jamais. Moi, je vendrai jamais mes cryptos. Là, c'est comme, mais non, mais il faut que je fasse du cash avec ça. Et là, je réalise que les gens comprennent pas comment investir comme le 1% des plus riches de la planète. Puis, aujourd'hui, ça me tentait de parler de ça parce que c'est pas si compliqué. Je vais vous élaborer ça là, en 3 étapes faciles. 3 étapes faciles. So, je vous fais jouer la petite intro, puis aujourd'hui, je vous explique en 3 étapes comment moi je le comprends, et comment le 1% des plus riches de la planète investissent. Alright? Fait que je joue l'intro, puis on se revoit dans 2 secondes. Hey, allô la gang, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, petit aparté, notre annonceur de la semaine, Finifuté, j'espère que vous êtes allé voir le site. C'est un nouveau site que c'est Focus on a fait, mon entreprise, un beau site. Ils permettent la vente en ligne, si vous achetez pour 100$, je pense c'est livraison partout en Outaouais gratuit, un code promo ROC10 pour avoir un rabais. Donc, allez suivre ça, c'est une belle petite boutique épicerie fine dans la région, dans le secteur Buckingham. Encouragez-les, c'est local, c'est du monde qui vient du site. C'est des gens qui se sont lancés en affaires. La propriétaire, c'est une ancienne enseignante, je pense, ou dans le domaine de l'éducation. Donc, lancer en affaires, c'est cool. Ils ont toutes sortes d'affaires. Ils ont toutes sortes d'affaires. Les bières spéciales, les saucisses spéciales, les produits Ricardo, de la patate. So, allez les encourager, c'est cool. Puis, likez donc, là. On fait un pause stop. Hein? Vous la trouvez drôle, ma vidéo, j'espère. Là, j'ai pas un autre petit montage. Je la fais live. Fait que, parce que j'oublie pas. So, likez donc la vidéo, ça nous aide. Puis, à la fin du vidéo, commentez-moi ou dites-moi ce que vous en pensez, c'est bon. Puis si vous êtes à l'aise, share sur vos médias sociaux, Facebook, tout ça, faites juste là, share, postez ça, pas obligé de commenter, juste, nous autres c'est bon parce que votre auditoire voit nos vidéos, puis ça nous aide à progresser comme podcast. Alors, fait que c'est ça aujourd'hui, je voulais adresser ça parce que je me fais toujours poser la même question qui est Bruno, quand est-ce que je vends, puis tout ça. Puis souvent je l'ai dit dans mes podcasts, je suis pas conseiller financier. Je parle de ma vie, de comment moi je vois ça, du learning que je fais en imitant, en étudiant encore cette semaine. J'écoutais, je suis membre de plein d'associations là, de crypto, mais aussi d'investisseurs immobiliers, investisseurs à la bourse. Puis il y avait une grosse convention aux États-Unis là, où Michael Saylor puis Kevin O'Leary parlaient de ça. Puis c'était bien dit. Moi, je vous le dis, je n'ai souvent parlé, j'imite souvent le modèle de Michael Saylor, qui est un modèle on garde. Puis en fait, c'est le modèle en 3 étapes que je vais vous parler aujourd'hui. Mais à la base, lui, il me dit, si tu n'es pas capable de garder tes cryptos 10 ans, ben, tu ne mérites pas de les garder 10 minutes. Donc, pour lui, si tu penses faire de l'argent en 4 heures, c'est que tu es un gambler. C'est vrai, tu sais, va au casino, tu peux faire bien de l'argent en 4 heures, right? Ou va acheter un loto de ticket ou un gratuit, tu peux faire bien de l'argent en 4 heures. Lui, il dit, si tu veux faire de l'argent en 40 jours, ben là, tu es un trader. Tu achètes des actions en bourse, tu gambles avec des actions qui sont très volatiles, puis tu peux espérer faire de l'argent. Mais si tu es quelqu'un qui veut bâtir sa richesse, ben il faut que tu sois capable de penser à dans 40 ans. Puis moi, quand je vous parle dans mes samedis finances, c'est ça mon thinking. Je vous dis, si vous pensez acheter le Bitcoin, ben oui, on le sait qu'il est volatile, mais vous pensez acheter le Bitcoin puis le revendre, faire un gros shot d'argent, je suis pas le bon gars pour vous conseiller. Je l'ai déjà dit quand j'ai fait du trading, je suis pas bon à ça, frapper tout le temps le dip puis vendre au high. Je trouve ça dur, puis même à la bourse, j'ai fait des cours de day trading quand j'étais jeune. J'étais allé à Montréal, puis les cours de day trading, puis apprendre tout ça, les candles, la patente. Mais écoute, je suis pas un gars super patient dans la vie, puis je réagissais trop, puis j'ai souvent fait des mauvais moves. Maintenant, depuis que j'ai appris la méthode que je vais vous parler, ça doit faire 10 ans, j'ai tout à fait changé ma façon de voir
la liberté financière, les finances, l'argent, tout le domaine financier. Puis aujourd'hui, ben, j'avais le goût de vous le partager pour que vous le voyez, vous autres aussi, vous le compreniez comme moi je le comprends, puis comment ces gens-là, ce 1%-là des plus riches, agit. Ils agissent tous de la même façon. Donc, aujourd'hui, je vous explique ça là, comme très, très à 3000 pieds, là, right? OK? C'est pas en détail, puis tout ça. Puis allez pas vous lancer là-dedans. À un moment donné, ça te prend un bon comptable, ça te prend des bons conseillers financiers. Moi, j'ai un très bon conseiller financier, j'ai un bon comptable. Mais à la base, les moves, je m'inspire des gens, souvent américains, malheureusement, parce qu'ici, on n'en parle pas beaucoup. Il y en a, là, by the way, des riches ici qui connaissent cette formule-là. Mais ils n'en parlent pas beaucoup, puis ils sont pas sur des podcasts comme ça gratuits à dire « Oh, il faut bien peut-être, by the way, là, mais qu'on n'entend pas souvent parler dans les médias traditionnels, puis c'est ça que moi souvent, puis surtout pas à l'école, puis c'est ça que moi souvent, je reproche à nos gouvernements ou à toutes nos autorités qui sont supposées nous montrer les vrais trucs, les vraies affaires, zéro bullshit. So, à la base, qu'il faut encore, juste avant je vous dise les 3 étapes, moi, je me rappelle, il y a quelques années, puis je suis allé retourner voir les statistiques de ça. J'avais lu un livre qui expliquait que les plus riches empruntaient le plus. C'est dans les grandes banques pour les plus riches, c'est eux qui avaient le plus d'emprunts. Plus que votre maison, là, plus que vos marges de crédit, puis vos cartes de crédit, puis vos emprunts pour une voiture. Là. C'est des millions, des millions. Puis là, je suis allé vite fait voir des stats, puis Morgan Stanley, puis Bank of America, là, des grosses banques américaines. Chez Morgan Stanley, là, c'est give and take proche, là, mais 68 trillions, okay, billions en anglais, là, qui est 1000 milliards, sont empruntés par les gens qui ont des fortunes de millions et plus. Chez Bank of America, 62 trillions, 62 billions. So, c'est 62 000 milliards qui est emprunté. Alors, pourquoi les riches empruntent s'ils sont riches? Pourquoi les riches vont aller s'endetter s'ils sont déjà riches, right? Puis je m'étais posé la question, puis je comprenais pas tout pour vrai. Je suis voyons. Parce que on nous avait pas, on nous apprend pas ça à l'école, puis surtout pas, en tout cas pas beaucoup là, peut-être les cours avancés, mais surtout pas dans les cégeps secondaires, puis même université. Moi, j'ai jamais appris ça là, puis pourtant, j'ai étudié un petit peu en administration. Là. Fait que, mais à la base, là, si on résume ça vite fait, c'est 3 étapes, OK? C'est achète, emprunte et meurt, OK? Donc, à la base, vous savez, souvent, je parle de la vie active. Tu sais, entre 20 et 60, pour moi, c'est ma vie active. Moi, je veux être à la pine, à la plante. Je prends soin de ma santé, je prends soin de ma forme. Je veux être énergique, je veux le plus possible. On n'est pas à l'abri des bad luck là, ou des virus et des malchances, mais à la base, je fais tout à mon pouvoir pour être le plus actif possible. Et je suis dans ma vie active dans une période d'acheter. OK? Donc, par contre, à l'école, ce qu'on nous enseigne souvent, c'est OK, va étudier, OK, trouve-toi un métier. Travaille ta vie et économise pour ta pension. Mets d'un REER, mets d'un CELI, puis travaille idéalement pour un fonds de pension. Puis quand tu vas arriver dans ta fin de vie, mon 60 à 80 que je parle souvent, ben là, reprends tes REER, ressors tes REER, vis sur ce que tu as économisé toute ta vie, puis meurs. Right? Puis là, ben, tu te dis, OK, s'il en reste un peu, les gens vont pouvoir léguer ce qui reste. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école, dans les banques, si t'écoutes là, les supposés experts financiers au Québec, là, c'est ça. Tu sais, économise, fais attention, mets de l'argent. Je veux rien. Écoute, j'écoute Pierre-Yves McSween des fois, puis il me fait capoter là, tellement qu'il donne ça à tout le monde comme info, puis je suis comme. Il y a des bons côtés, by the way, là. Il y a des bons stocks, là, mais tabaslac qui n'enseigne pas la formule des riches. Parce que la formule des riches, c'est pas ça. Les autres, c'est. Oui, vous êtes à l'école jusqu'à un certain âge, là, mais. Lance-toi en affaires, comprends les affaires, lance-toi en affaires. Crée-toi une business. Après ça, c'est pour, en fait, générer du cash flow. Ensuite, avec ce cash flow-là, achète de l'actif à cash flow.
tu veux arriver à générer de l'actif, acheter de l'actif à cash flow. Pas économiser dans un REER puis qu'il y ait qu'un stock d'argent qui déprécie tout le temps parce que le gouvernement print de l'argent. Oui, tu as des rendements, mais tu as des petits rendements, puis si ça plante, ben, tes rendements t'as accumulé pendant 7 ans. Vous remarquerez, à tous les 10 ans, il y a un crash. À tous les 10 ans, vos REER, si vous en avez, là, ils ont augmenté, ça a bien été. Puis là, ben là, vous pensez que ça a bien été les 2 dernières années, vous avez raison. Les taux sont bons. N'importe quel brebis ou singe pouvait investir à la bourse, faire de l'argent. Le X, c'est que l'inflation suit vos rendements. Fait que c'est égal. C'est pas cash flow positif nécessairement parce que ça n'a pas de bon sens l'inflation puis tout l'argent qu'ils ont printé. Eux autres, les riches, suite à ça, une fois qu'ils achètent, puis qu'ils achètent, puis qu'ils achètent, arrivent à la deuxième étape où est-ce que arrive la fin de vie, parce que là, t'as acheté toute ta vie, t'arrives à 60 ans, bon ben, ce qu'ils nous enseignent à l'école à ce moment-là, puis juste un peu avant, qu'est-ce que les riches achètent, vous remarquerez, c'est toujours des actifs à cash flow, j'en parle souvent dans mes podcasts, puis moi c'est un game changer quand j'ai compris ça, mais acheter des entreprises à cash flow, des entreprises qui génèrent des profits puis qu'à la fin de l'année, vous générez un cash flow. Acheter de l'immobilier à cash flow positif. Même moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'étais allé suivre un cours là, à Montréal, puis je n'aimerais pas le nom, là, puis ça, on a une gang là-dedans, puis tout ça, mais ce que je leur reprochais le plus, j'ai fait les cours, j'ai compris des choses, c'est correct, mais je me rappelle qu'il n'insistait pas sur le cash flow positif. Fait que moi, j'ai acheté des unités, puis j'avais des unités que ça prenait en valeur, puis j'ai pas perdu d'argent, mais quand tu comprends qu'il y a de l'immobilier qui est pas bon parce que c'est pas cash flow positif, mais t'es mieux de passer ton tour puis courir ou chercher de l'immobilier qui lui est cash flow positif. So, une fois que tu comprends ça, tu changes tout ton thinking. Moi, je vous le dis, je n'ai parlé dans d'autres podcasts, j'ai tout vendu mon portefeuille immobilier qui n'était pas cash flow positif. Puis là, ben, je vous annonce là, que je viens d'acheter 16 portes puis tout est cash flow positif. Mais ça, c'est quand je suis allé faire mes études aux États-Unis, je suis allé dans mon summit sur l'investissement immobilier aux États-Unis, puis j'ai tellement compris que ça ne donne rien d'acheter de l'immobilier puis juste se fier sur la valeur que ça va prendre. C'est correct, là, c'est pas méchant de penser comme ça. Mais à la base, tu peux plus avoir des meilleurs rendements que ça en achetant quelque chose qui est cash flow positif. Puis ça passe par OK, quel est l'immeuble? Quels sont les baux qui sont signés? Est-ce qu'il y a possibilité pour toi d'augmenter les baux? On sait, ici au Québec, tu peux pas à cause de l'affaire du loyer là, qui protège les locataires. Puis c'est correct de protéger les locataires, mais c'est pas idéal pour toi comme investisseur immobilier. Donc, si tu achètes un immeuble, puis il y a des baux, ça fait longtemps, puis tu peux pas augmenter plus, puis que tu n'es pas cash flow positif, t'es mieux de passer ton tour. Moi, je passe mon tour. Et tu fouilles, puis à un moment donné, tu trouves la bonne affaire. So, les riches, eux autres, ils vont investir, ils vont acheter de l'immobilier à cash flow positif. Ils vont acheter des actions d'entreprises qui pensent qu'ils vont progresser. Ou même des actions à dividendes. J'en ai parlé souvent, comment tu peux acheter une action, garder l'argent là, puis à tous les mois, tous les trimestres, ils versent des dividendes. J'ai dit, je ferai une vidéo là-dessus aussi sur les actions à dividendes que moi je suis. Puis là, maintenant, aujourd'hui, pour tout le monde, on a la crypto. Hey, la crypto, c'est facile. T'as pas obligé de mettre un gros montant d'argent. So, aujourd'hui, il y a différents véhicules financiers pour ça. Ça amène... Fait que ça, c'est l'étape 1. Les riches, eux autres, ils vont acheter à l'étape 1 de leur vie. OK? Viens après, quand tu arrives dans le 60 où tu veux ralentir, ou ce que moi j'appelle la fin de vie, ben là, eux autres, à l'école, ils nous apprennent, bon ben vends, ou ressors ton argent que tu as économisé. Hein? Retire tes REER. Puis tu sais, pour ceux là, dans vous autres qui travaillent au gouvernement, je le sais, moi, mes parents, c'est ça. Là, tu gères ton REER, tu veux pas en sortir trop parce que tu vas être trop imposé, parce qu'à chaque fois que tu sors ton argent, que tu as mis il y a des années, tu n'avais pas payé d'impôt dessus. Mais le monde, il pense que le REER, c'est la plus belle invention. Mais le REER, le fuck là-dedans, c'est que si tu te bâtis de l'actif, l'impôt, là, puis la valeur a pris de la valeur. Tu vas payer plus d'impôts plus tard qu'il y a 20 ans. Moi, je me questionne pour tous ceux, là, comme mon père. Mon père, c'est un bon exemple. Lui, il a mis des REER toute sa vie. Mais s'il avait payé ses impôts quand il faisait 10 000 $ en 80, puis qu'il avait pris ce cash-là, puis fait le même rendement, le même investissement, mais libre. OK, oui, tu payes sur le gain, mais pas sur ton montant.
son cash aujourd'hui, pensez-vous qu'il est plus imposé que dans le temps, puis surtout avec ses revenus qui ont eu l'augmentation du coût de la vie, c'est plus compliqué de sortir ses REER. Là, il arrive là, à un certain âge, il faut t'en sortir, il faut t'en sortir tant par année. Le gouvernement, il veut vous imposer sur tout. Donc, tous les mécanismes qu'ils ont inventés, c'est pour leur avantage, c'est pas pour la vôtre. Donc, nous autres, à l'école, on apprend, bon, ben, t'as économisé, là, tu reprends, puis là, ben, tu continues, puis tu finis ta vie, puis à un moment donné, ben, tu meurs. Bon, là, il reste ce qui reste. Le gouvernement a dit, OK, voici ce qui reste. On fait le décompte, on déclare un bill d'impôt, un avis de cotisation. Il faut que les gens payent les impôts, puis si vous avez un peu de valeur, ben là, c'est vos héritiers qui héritent du bill d'impôt. Puis là, des fois, ils ne sont pas capables de payer l'impôt, fait qu'il faut qu'ils vendent une partie de votre héritage. Puis, Colin, il reste ce qui reste. Puis il y en a ben, des fois qui ne reste rien. OK? Les riches, eux autres, ont compris des affaires. Parce que les autres, durant toute la vie, puis ils ont acheté, là, ils arrivent vers la fin de vie, où ils sont moins actifs, donc moins propices à générer du cash flow en échangeant leur temps ou leur business. Mais ça, ce qu'ils font, ils vont pas sortir le cash, ils empruntent de l'argent. Ils vont emprunter avec l'équité de leur immobilier, les lignes de crédit. Tu peux emprunter des fois en mettant des actions en garantie. Et maintenant, tu peux emprunter avec tes cryptos. Je n'ai parlé souvent, BlockFi, c'est aux États-Unis, mais ça s'en vient au Québec, là. BlockFi, tu peux arriver, dire, OK, j'ai un Bitcoin, faire des chiffrons, ça vaut 60 000, mais les autres BlockFi vont te prêter, je pense qu'ils sont rendus là jusqu'à 60%, ou mettons 50%, fait qu'ils vont te prêter 30 000. Mais là, toi, 30 000, maintenant, de te ramasser 25 Bitcoins. Bon, ben, 25 Bitcoins, supposons, hein, 25 fois, on va dire 50 000 fois des chiffrons, là, ça va être plus que ça. T'es 1,25 million, bon, ben, les autres, ils vont te prêter en mettant en garantie 625 000 en genre de marge de crédit. Mais là, le prêt, là, il n'y a pas d'impôt à payer dessus, c'est un prêt. Right? So, toi, tu vas prendre cet argent-là pour vivre et libre d'impôt, parce que c'est un prêt qu'il faut que tu rembourses ou que tu payes un petit intérêt dessus. Puis souvent, ces gens-là, leur actif qu'ils ont acheté, génère encore du cash flow qui permet, puis c'est un revenu, mais qui est compensé par les intérêts que tu payes. So, tout le mécanisme fait que ça s'auto-génère, tu vis là-dessus, mais surtout, tu ne perds pas ton actif. Tu ne perds pas ton actif. Le REER, tu perds ton actif parce que tu le sors tout le temps pour vivre. Les autres, ils empruntent, vivent dessus, puis le Bitcoin est encore à eux autres, là. Là, vous allez me dire, ben oui, ben Bruno, à un moment donné, si tu as tout dépensé le 625 000, ton Bitcoin qui vaut 1,2, oui, mais l'affaire, c'est qu'ils ont des actifs qui progressent en valeur et qui génèrent du cash flow. Fait que souvent, ça se paye tout seul. Arrivent en fin de vie, vont faire le décompte, vont rembourser les prêts si ce n'est pas déjà remboursé et vont pouvoir laisser en héritage tout l'actif qu'ils ont bâti. C'est pour ça que, puis plus que ça, la plupart de tous eux autres, ils vont contracter une assurance vie. C'est pas que la troisième étape, c'est que tu peux mourir, mais nous autres, ici, on meurt. Souvent, là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais les conseillers financiers, là, qui sont bons, là, il n'y a pas de doute, là. Souvent, ils vont te dire, prends une assurance vie au début de ta vie, parce que, tu sais, tu as tes paiements de maison, puis tout ça. Puis quand il y a un certain âge, tu as assez d'actifs, tu ne prends plus d'assurance vie. C'est logique dans le modèle qu'on nous enseigne. Mais dans le modèle des riches, du 1% des riches, eux autres, c'est le contraire. Eux autres, ils empruntent, ils prennent une assurance vie équivalent plus impôt s'il y a lieu. Si le cash flow, ben, l'actif vient pas à bout de progresser assez pour l'impôt. Les autres vont contracter une assurance vie pour que là, lorsqu'il va arriver leur mort, l'assurance vie va tout payer les emprunts qu'ils ont pu faire, plus l'impôt s'il y a lieu, et vont léguer 100% de leur actif à leur héritier. Pourquoi tu penses que les familles, on dit souvent que les plus riches de la planète, c'est les familles, la famille Walton, que les Walmart, Warren Buffett, là, c'est le patriarche, mais il y a tout un fonds et une fondation. Il crée des fondations avec leur famille. Écoute, au Québec, la famille Desmarais, c'était légué de père en fils ou grand-père à père en fils. Mais c'est ce modèle-là qu'ils émettent et c'est le modèle des 1% plus riches. So, aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça parce que je trouve que c'est important qu'il y ait des gens qui en parlent. Moi, je pense qu'ils n'en parlent pas à l'école. Ça me déçoit. Moi, je ne l'ai pas appris en tout cas au Québec. Puis, j'avais le goût de vous en parler. Puis ça, je vous le dis, là, peu importe l'âge que vous avez, OK? Peu importe.
si vous êtes dans votre vie active, puis même si la vie active, là, je dis des fois 60, mais c'est bien plus 70 à cette heure-là. Écoute, j'ai mon beau-père qui retourne au gym cette semaine puis qui est en train de se remettre en shape. Moi, là, bravo. OK? T'es encore actif, t'es pas mort, câlisse. Je veux dire, moi, quand je vois le monde, là, vouloir, hey, arrive 60, 70, là, je suis rendu vieux, là, puis je suis mal. Non, active. Souvent, je fais une joke avec mes chums. Des fois, on va jouer au hockey, on prend une petite bière, puis il y en a qui veulent partir de bonheur, puis je leur dis, un jour, là, tu vas te faire caler, je vais me faire caler, là. Ah, là, monsieur des hormones, là, il est 7 heures, là. Puis là, ben, il faut aller vous coucher, là. Ça, c'est ça qui se passe dans les super CHSLD pour ceux qui sont dedans, là. Un jour, là, ça va être fini. So, vieillissez pas trop vite. Puis arrêtez pas d'acheter de l'actif ou d'investir dans votre sécurité financière, puis liberté, puis même votre héritage, votre legs héritier. Arrêtez pas trop vite. Pensez-y, si un jour vous pouvez léguer quelque chose de wow qui fait que votre famille, après ça, peut partir de ça, puis continuer, puis faire perdurer la famille ou la fondation. Pourquoi vous pensez que toutes ces familles-là, puis des fois la famille, là, by the way, là, c'est pas juste la famille immédiate, là. C'est la fondation. Moi, j'aime dire que faut que tu crées ton Inc. à un moment donné, puis c'est ce Inc-là qui va léguer quelque chose, puis tu veux trouver idéalement des gens qui ont le même thinking que toi, puis tu t'associes, puis que tu bâtis après ça le leg héritage avec ça. So, j'avais le goût de parler de ça aujourd'hui parce que je me fais tellement poser la question. Hey Bruno, quand est-ce qu'on vend? Hey, on fait pas du gambling, on fait pas du trading, on bâtit notre liberté financière avec les samedis finances. Donc, regardez, j'espère que c'est cool. Laissez-moi savoir vous si c'est clair, là, si tout est clair, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir parce que je pense que plus on va être à comprendre ça, plus on va être à changer nos stratégies d'investissement, ou à tout le moins, on va penser à nous autres. Cette semaine, il parlait du 20$ de l'heure, 20$ de l'heure. Le gars de Cogeco, écoute, ça me fait tellement rire parce que 20$ de l'heure dans pas long, c'est juste un mécanisme que des big shots inventent pour bien paraître aux yeux du public, tout ça, pour endormir le monde. Parce que le 20$ de l'heure, là, la seule chose qu'il va faire, là, il va faire que les gars comme moi, que les restaurants, puis tout ça, on va juste augmenter nos tarifs à la fin du processus. C'est tous nous autres qui va payer comme clients. Voyons non. Mais tous les laveurs de vaisselle, le jeune de 16 ans qui lave la vaisselle, s'il faut qu'il donne 20$ de l'heure, puis t'es propriétaire du restaurant, watch bien les plats augmenter. Tu travailles dans l'épicerie, puis le gars qui place les cannes sur l'étagère, qui est encore étudiant, ou celui qui travaille au McDo, ou tous les jobs étudiants, il faut que tu lui donnes 20$ de l'heure. Le Big Mac ne coûtera plus 6$, va coûter 25$. C'est tout. Puis c'est toutes nous autres qui allons perdre. S'ils pensent que le propriétaire va perdre, voyons non, j'en suis un propriétaire, puis je vous le dis, moi, c'est les vraies affaires, zéro bullshit. Je baisserai pas mes profits parce que le gouvernement m'oblige à donner 20$ de l'heure. Ça va me faire plaisir de donner le 20$ de l'heure. Je vais tout augmenter mes prix, puis à la fin de l'année, je vais faire le même profit que je suis supposé de faire. Une entreprise, on veut faire souvent, dépendamment des domaines, mais entre 5 et 15% de profit. C'est ça, gain. C'est ça, être en affaires. Parce que ça couvre le risque. Quand tu faire plus, tu fais plus. Il y a des domaines qui font plus, il y a des domaines qui font moins. Mais à la base, ça dépend de ton volume, mais à la base, là, ça ne changera pas ça. Tu n'es pas en affaires pour perdre de l'argent, ça n'a pas d'allure. So, de juste vouloir mettre cette stratégie-là en place, c'est juste essayer d'envoyer un message de bullshit car tu penses que tu es plus riche parce que tu fais 20$ de l'heure. Sur le coup, oui, mais ils vous endorment en disant, OK, là, j'ai pas besoin de me casser la tête avec ma sécurité financière, puis de bâtir mon actif, à cash flow, j'ai plus trop besoin. Voyons non. Les maisons vont continuer d'augmenter, puis ton 20$ de l'heure ne te permettra pas plus d'acheter de maison en disant si tu n'as pas utilisé les ressources que. En tout cas, il y en a plein, là, puis il n'y a pas juste moi qui en parle, là, mais moi, je suis un de ceux qui, je pense, essaie de donner des trucs au monde pour bâtir cet actif-là, à cash flow positif, puis cette valeur-là qui va vous permettre un jour d'être libre financièrement. Pourquoi on veut de l'argent? C'est simple, pour être libre. C'est de même. So, écoutez, pitché plein d'affaires aujourd'hui, j'espère que ça n'est pas trop plate. So, je vous souhaite bonne fin de journée, puis Rock va être lundi pour un autre podcast, les vraies affaires zéro bullshit.
Mais entre-temps, laissez-moi vos commentaires. Dis-moi ce que vous en pensez. Dis-moi si c'est clair. Puis, ouvrez vos trucs. Alright? So, attendez-vous là-dessus. Puis, je vais vous lire en début de semaine. OK? Fait que sur ça, ben, je vous dis bon samedi. On va être de retour lundi pour un autre podcast. C'est vraies affaires. Zéro bullshit. Hey, ciao la gang!